l'anatomie du pied. J'en vois déjà qui frémissent. C'est un gros morceau qui est particulièrement indigeste. Rassurez-vous, je vais faire l'anatomie du pied pour les nuls, c'est-à-dire les plasticiens qui ne veulent avoir comme ambition que de faire des lambeaux du corps extenseur des orteils, lambeaux musculaires, et le lambeau plantaire interne, plantaire médial. Donc je vais vous donner ces notions de base indispensables sans entrer dans les détails. Le pied est donc fait suite au coup de pied, dont vous vous souvenez de la limite par un plan oblique passant 2 cm sous l'interligne tibio-tarsien et rejoignant en passant 1 cm en avant de la pointe des malléoles vers le sommet du talon. Donc le pied commence là et se termine à l'extrémité des orteils. Très bien. Le pied comprend 2 loges, une loge antérieure et une loge postérieure, une région antérieure, une région postérieure séparées par le squelette. Avant, j'ai peur que vos notions d'ostéologie soient sommaires, d'autant qu'elles ont changé un petit peu au point de vue terminologie, pas récemment, rassurez-vous, mais enfin ça a changé. Donc ici, voici des dessins qui vous montrent le squelette du pied de profil. Et l'astragale, ça ne s'appelle plus l'astragale, ça s'appelle le talus, et le calcanéum, ça ne s'appelle plus le calcanéum, ça s'appelle le calcanéus. Voilà la révolution anatomique. Le scaphoïde, on ne l'appelle plus le scaphoïde, on l'appelle l'os naviculaire. À part ça, le cuboïde et les 3 cunéiformes ont gardé les mêmes dénominations, ainsi que les métatarsiens et les phalanges, rassurez-vous. Un détail qui peut servir, on parle souvent de l'interligne de Lisfranc et de l'interligne de Chopard pour les amputations du pied, que les plasticiens peuvent être amenés malheureusement à faire dans certaines circonstances. L'interligne de Lisfranc, c'est l'interligne tarso-métatarsien. Entre le tarse et les métatarsiens, voici l'interligne de Lisfranc. L'interligne de Chopard, c'est l'articulation médio-tarsienne entre non pas l'astragale mais le talus et le scaphoïde, et non pas le scaphoïde mais l'os naviculaire. Bref, vous avez compris. Donc Lisfranc, c'est celle qui est en avant, tarso-métatarsienne. Chopard, c'est l'interligne médio-tarsien. Nous allons donc aborder l'anatomie du pied, donc en commençant par la région dorsale du pied. La région dorsale du pied, c'est facile, vous n'allez pas être dépaysé, vous avez poursuivi la jambe, nous avons poursuivi par le coup de pied, nous allons retrouver exactement les mêmes éléments. On va diviser cette région dorsale en 6 plans, ce sont les anatomistes qui la divisent en 6 plans successifs. Nous avons les plans superficiels, nous avons une aponévrose superficielle. Cette aponévrose superficielle comprend un plan tendineux, c'est le 3e. Nous avons l'aponévrose du pédieux, c'est le 4e, ou du muscle court extenseur des orteils. Nous avons ce muscle pédieux au court extenseur des orteils, c'est le 5e plan. Enfin, nous avons une aponévrose profonde. C'est pas la peine de s'étendre longuement. Les plans superficiels, donc, quels sont-ils? Sous la peau, nous avons une arcade veineuse dorsale qui se poursuit par les veines marginales, médiale et latérale. La veine marginale médiale se poursuit par la veine grande saphène passant, je vous le rappelle, en avant de la malléole interne. La veine marginale latérale se poursuit par la veine petite saphène qui passera, elle, derrière la malléole latérale. Très bien. Cette arcade veineuse dont la disposition rappelle celle des arcades à la main, et donc les microchirurgiens doivent se souvenir parce qu'ils peuvent l'utiliser éventuellement. Cette arcade veineuse est accompagnée par des vaisseaux lymphatiques que connaissent les radiologues lorsqu'ils faisaient plutôt des lymphographies pédieuses à ce niveau-là. À côté, nous avons des nerfs sensitifs, nous avons la terminaison du nerf fibulaire superficiel qui va donner l'essentiel de la sensibilité du dos du pied, et nous avons sur chaque face latérale de pied les rameaux terminaux enfin du nerf saphène interne qui s'épuise du côté médial et les rameaux terminaux du nerf cutané sural médial et ou latéral qui s'épuisent du côté latéral. Très bien. Sous ce plan superficiel, une aponévrose qui s'étend d'un bord latéral du pied au bord médial, c'est-à-dire du 5e méta au 1er méta. Et elle engaine, elle fait suite au ligament frondiforme rétinaculaire
Et elle engaine donc les tendons. Les tendons, eh bien, aucun mystère, de dedans en dehors, ce sont les tendons du tibial antérieur qui va aller à la face interne du pied s'insérer sur le bord interne de la base du premier métatarsien. C'est en dehors de lui le tendon du long extenseur de l'hallux qui va s'insérer à la face dorsale de la base de P2, évidemment, et enfin, à l'extérieur, latéralement, les 4 tendons du long extenseur des orteils qui vont s'insérer sur leurs orteils respectifs. Enfin, ne l'oublions pas, dans la même coulisse, le fibularis tertius ou péronnier antérieur des classiques. Sous cette aponévrose, sous ces tendons, eh bien, se trouve l'aponévrose du pédieu. L'aponévrose du pédieu, le muscle pédieux, recouvre ce muscle évidemment. Elle s'insère elle aussi sur le bord externe du pied, c'est-à-dire sur le 5e métatarsien en particulier et sur le tarse. Et elle va rejoindre du côté interne la face profonde de l'aponévrose superficielle à laquelle elle va s'unir le long de la face profonde du tendon long extenseur de l'hallux. Donc cette aponévrose du muscle pédieux, elle recouvre le muscle pédieux. Qu'est-ce que c'est que le muscle pédieux? Maintenant ça s'appelle le court extenseur de l'hallux et le court extenseur des orteils. On l'a divisé en 2 faisceaux, pourquoi pas, dont un faisceau séparé pour le gros orteil. Très bien. Donc en fait, je comptais bien sur ce dessin, il n'y a que 4 faisceaux à ce muscle, le faisceau de l'hallux et les faisceaux respectifs des 3 orteils suivants. Le 5e orteil n'a pas de faisceau musculaire, n'a pas de court extenseur. Ce court extenseur naît donc du creux astragalo-calcanéen et se divise en ces 4 faisceaux qui vont rejoindre leurs orteils respectifs. Il est situé sous le plan des tendons du long extenseur, d'où les difficultés de sa dissection qu'on reverra dans ce lambeau. Donc le muscle pédieux, eh bien, il est relativement simple, le creux astragalo-calcanéen, 4 faisceaux, 1 pour l'hallux et les 3 suivants pour les orteils voisins. Sous ce muscle pédieux, eh bien, il y a une aponévrose profonde qui recouvre évidemment le squelette et les muscles interosseux dorsaux du pied. C'est exactement comme à la main. Entre l'aponévrose du pédieu, d'une part en superficie, et cette aponévrose profonde, eh bien, se trouvent des vaisseaux et des nerfs. Ces vaisseaux, eh bien, c'est l'artère dorsale du pied qui fait suite à la tibiale antérieure et le nerf fibulaire profond, pardonnez-moi. Donc cette artère dorsale du pied fait suite à la tibiale antérieure au bord inférieur du ligament frondiforme. Au bord inférieur du ligament frondiforme, eh bien, elle se dégage de la face profonde du tendon du long extenseur de l'hallux et se dirige au bord externe de ce tendon, au bord latéral de ce tendon long extenseur de l'hallux, c'est facile à repérer, à l'extrémité, d'une façon rectiligne, à l'extrémité postérieure du premier espace interosseux. À cette extrémité postérieure, elle va plonger en profondeur, traverser cet espace interosseux à son extrémité postérieure et s'anastomoser à plein canal avec la terminaison de l'artère plantaire externe que nous allons voir au niveau de la face plantaire du pied. Donc il y a à l'extrémité postérieure du premier espace intermétatarsien du pied une anastomose entre le système tibial antérieur pédieux et le système tibial postérieur plantaire externe. C'est très important et ça peut avoir des conséquences chirurgicales, notamment pour brancher des lambeaux libres à contre-courant à ce niveau-là. Cette artère, eh bien, elle va donner des branches collatérales qui sont au nombre de 3. Il y a l'artère tarsale externe, qu'on appelait autrefois la dorsale du tarse. Cette artère tarsale externe naît sous le ligament frondiforme, se dirige obliquement en dehors, sous le plan du muscle pédieux qu'elle vascularise. C'est l'artère du muscle pédieux. Elle va s'anastomoser, après avoir vascularisé le muscle pédieux au court extenseur des orteils, comme vous voulez, elle va s'anastomoser avec l'anastomose de la fibulaire antérieure, avec la malléolaire externe de la tibiale antérieure, pour participer au cercle anastomotique de la cheville.
Elle va s'anastomoser donc avec cette fibulaire antérieure et cette terminaison. Elle va s'anastomoser avec la plantaire externe au bord externe du pied, au bord latéral du pied. Elle va enfin s'anastomoser à plein canal avec l'artère arquée. Cette artère arquée ou ex-dorsale du métatarse, parce qu'elle se situe transversalement à la base de la face dorsale des métatarsiens. Elle est donc née avant la terminaison de l'artère pédieuse par son bord externe. Elle se dirige transversalement donc à la face dorsale des bases des métatarsiens. Elle va se terminer en s'anastomosant à plein canal, encore une fois, avec l'artère tarsale externe latérale. Par sa convexité vont naître les trois artères interosseuses dorsales des trois derniers espaces. C'est exactement comme au niveau de la main. Ces artères interosseuses dorsales vont émettre à l'extrémité postérieure de chaque espace une branche profonde qui va traverser cet espace pour s'anastomoser avec l'arcade plantaire. Et à l'extrémité antérieure de cet espace, une branche profonde qui va traverser cet espace pour s'anastomoser avec l'artère plantaire interosseuse plantaire. Évidemment, chaque artère interosseuse dorsale va se diviser en une branche collatérale pour les orteils voisins. Enfin, la troisième et dernière branche de cette artère pédieuse, dorsalis pedis, c'est l'artère interosseuse dorsale du premier espace, qui fait comme ses voisines, qui va donner une anastomose au niveau de l'extrémité postérieure et de l'extrémité antérieure de cet espace. L'extrémité antérieure avec l'artère plantaire, on comprend bien. L'anastomose postérieure, eh bien, c'est en fait la terminaison de l'artère pédieuse avec son anastomose avec la plantaire externe. Je n'insiste pas plus là-dessus parce qu'il y a beaucoup de variations anatomiques dans cette région et les chirurgiens de la main qui font des transferts d'orteils, qu'il s'agisse du premier orteil, d'un fragment du premier orteil ou du deuxième orteil, eh bien, ont publié d'une façon extensive toutes ces variations destinées à cette intervention particulière. L'anatomie de base est cependant telle que celle que je viens de vous décrire. À côté de cette artère, se trouve, et à son bord interne, médial, se trouve le nerf fibulaire profond. Ce nerf fibulaire profond, sorti du ligament, se dégageant du ligament frondiforme, va se diviser en une branche externe, latérale, qui va innerver le muscle pédieux au court extenseur de l'hallux et des orteils, et va poursuivre sa direction rectiligne vers l'extrémité antérieure du premier espace interosseux, intermétatarsien, pour donner l'innervation sensitive, comme vous le savez, de la face dorsale de la première commissure du dos du pied. Et vous vous en souvenez, vous connaissez l'importance physiologique et pathologique de cette disposition anatomique. Passons à la région plantaire. Alors cette région plantaire, c'est un cauchemar parce qu'il y a des tas d'éléments disposés en plusieurs plans qui sont obliques, enfin c'est épouvantable. En fait, il y a un secret. Et le secret, ça repose sur l'aponévrose plantaire moyenne. Exactement comme à la main, la face plantaire du pied, lorsqu'on enlève sa peau, on voit immédiatement à sa partie moyenne une aponévrose plantaire, qu'on appelle donc une aponévrose plantaire moyenne, entre une aponévrose externe et une aponévrose interne, médiale et latérale. Très bien. Cette aponévrose plantaire moyenne, qui est extrêmement robuste, qui s'insère en arrière sur le calcanéum, cette tubérosité du calcanéum, eh bien, elle se poursuit en avant par 5 lames pré-tendineuses qui vont se diriger à la face plantaire de chacun des orteils correspondants. C'est, pour compléter avec l'analogie avec la main, eh bien, il y a un ligament transverse qui unit au niveau des têtes des métatarsiens ces bandelettes pré-tendineuses pour former un ligament transverse intermétatarsien, et enfin, au niveau de l'extrémité des commissures, l'équivalent d'un ligament palmant interdigital. Très bien. Donc, cette aponévrose plantaire moyenne est entourée d'une aponévrose plantaire latérale qui s'insère aussi en arrière sur la tubérosité du calcanéum et qui vient en avant se fusionner plus ou moins avec la bandelette prétendineuse du 5e doigt, et du côté médial, eh bien, une aponévrose plantaire médiale qui fait comme son homologue externe et vient en avant se fusionner avec la bandelette prétendineuse du gros orteil. Très bien.
Sous cette aponévrose, eh bien, lorsqu'on la soulève, il y a deux cloisons intermusculaires. Une cloison intermusculaire médiale qui va s'insérer schématiquement sur le bord médial du pied, en particulier sur le tarse et sur le premier métatarsien, et une cloison intermusculaire latérale qui va rejoindre la face profonde de cette aponévrose plantaire moyenne et qui va se diriger vers le cinquième métatarsien et le tarse. En fait, ces deux cloisons intermusculaires sont très imparfaites, mais elles permettent de distinguer trois loges. Une loge plantaire moyenne au milieu, une loge plantaire externe ou latérale en dehors, et une loge plantaire interne ou médiale en dedans. C'est aussi simple que ça, donc ça va nous permettre de décrire trois loges au niveau du pied, sous l'aponévrose superficielle, une loge plantaire interne, médiale, une loge plantaire moyenne et une loge plantaire latérale externe. En fait, il y a une quatrième loge qui est exactement comme à la main, une loge profonde, interosseuse, dont nous parlerons brièvement. Ce qui nous intéresse ici, je vous le rappelle, dans cette anatomie, c'est de pouvoir lever correctement un lambeau plantaire interne. Donc voici les éléments qui vont vous permettre de le faire, en commençant donc par la loge plantaire interne. Que contient cette loge plantaire interne? Elle contient des muscles, le court extenseur, le court fléchisseur, pardonnez-moi, le long fléchisseur et l'abducteur. Le court fléchisseur du gros orteil s'insère sur les deuxième et troisième cunéiformes et s'insère sur l'un et l'autre des sésamoïdes de la métatarsophalangienne du gros orteil, le sésamoïde médial et le sésamoïde latéral. Donc, à partir de ces insertions proximales sur les cunéiformes, il se divise en deux faisceaux, exactement comme le court fléchisseur du pouce à la main. Et entre ces deux faisceaux, eh bien, va passer le tendon du long fléchisseur de l'hallux. Vous vous souvenez de ce tendon qui s'insère à la jambe, à la face postérieure de la fibula, qui descend dans sa gouttière ostéofibreuse propre le long du calcanéum et de l'astragale, du talus, et qui passe dans la loge plantaire moyenne. Eh bien, il va traverser la cloison intermusculaire interne pour rejoindre la loge plantaire interne que nous décrivons, passer entre les deux faisceaux du court fléchisseur pour aller à la face plantaire de l'hallux, s'insérer à la base de la deuxième phalange. Donc, le tendon du long fléchisseur passe entre les deux faisceaux du court fléchisseur. Très bien, et il suit la cloison intermusculaire interne qui sépare cette loge interne de la loge plantaire moyenne. L'abducteur du gros orteil, abductor hallucis, s'insère en arrière sur la tuberosité du calcanéum et en avant sur le sésamoïde interne médial du gros orteil. Ce muscle-là, eh bien, il transforme la gouttière calcanéenne rétromalléolaire en un canal. Cette gouttière calcanéenne, eh bien, c'est celle qui fait suite à ce qu'on a vu au niveau du coup de pied, à cette gouttière transformée par l'aponévrose et ses cloisons, avec en avant le tendon tibial postérieur, en arrière de lui le tendon du long fléchisseur des orteils, en arrière le paquet vasculo-nerveux, artère et veine en avant, nerf tibial postérieur en arrière, et en arrière encore le tendon du long fléchisseur de l'hallux. Eh bien, cette gouttière va passer sous l'abducteur de l'hallux qui va fermer cette gouttière en un canal. Et donc c'est lui qui va vous ennuyer pour disséquer cette région, ce carrefour où se divise en plantaire interne et plantaire externe l'artère et le nerf. Et donc la clé de la dissection, c'est tout simplement de couper cet abducteur de l'hallux lorsque vous levez un lambeau plantaire interne. Voici encore un autre magnifique schéma qui vous montre particulièrement le tendon du long fléchisseur de l'hallux dans sa coulisse séparée des autres. Alors en plus de ces trois muscles, la loge plantaire interne, que contient-elle? Donc elle contient les trois muscles court fléchisseur, long fléchisseur et abducteur du gros orteil. Elle contient enfin la plantaire interne. L'artère tibiale postérieure se divise en une branche terminale plantaire interne et une branche terminale plantaire externe. La plantaire externe va traverser la cloison et on va la retrouver dans la loge plantaire moyenne.
ici, et elle donne une branche plantaire interne qui va suivre, elle, la loge plantaire interne, elle va suivre la cloison intermusculaire interne qui la sépare de la loge plantaire moyenne. Elle suit vraiment cette cloison, elle est juste contre cette cloison à son bord médial interne. Elle suit cette cloison d'un côté et elle suit le tendon du long fléchisseur de l'hallux de l'autre. Le long fléchisseur de l'hallux est séparé de cette artère et ses veines, bien sûr, font partie du plan cutané superficiel, ou plutôt cutanéo-aponévrotique, puisqu'il y a la aponévrose plantaire au-dessus. Eh bien, le lambeau plantaire interne, il est vascularisé par cette artère plantaire interne, médiale, qui adhère à la face profonde de ce lambeau, mais qui n'adhère pas au tendon qui se sépare facilement et qui vous servira de guide de l'autre côté de cette cloison intermusculaire moyenne. À côté, eh bien, il y a le nerf plantaire. Le nerf tibial postérieur se divise en un nerf plantaire interne et un nerf plantaire externe. Le nerf plantaire externe va traverser la cloison intermusculaire interne pour passer dans la loge moyenne. Nous allons le voir tout de suite. Mais le nerf plantaire interne se divise en deux branches. Une branche interne qui va suivre l'artère et donner le nerf collatéral interne médial du gros orteil. Ce nerf, eh bien, il ne faudra pas le couper et c'est lui qui va donner une branche sensitive pour le lambeau plantaire interne. La branche sensitive du lambeau plantaire interne, eh bien, c'est elle qui est fondamentale dans ce type de lambeau qu'il faudra conserver et suivre par une dissection intraneurale jusqu'au point pivot de votre lambeau, mais en conservant, s'il vous plaît, le nerf plantaire interne, plutôt sa branche interne qui est le collatéral interne du gros orteil. Cette branche plantaire interne donc donne une branche interne que nous venons de voir et une branche externe qui va traverser la cloison intermusculaire interne aussi pour gagner la loge plantaire moyenne. Donc cette loge plantaire interne, résumée, contient trois muscles, le court fléchisseur, le long fléchisseur et l'abducteur qui barrent la région. Elle contient une artère plantaire interne. Cette artère plantaire interne suit la cloison intermusculaire jusqu'à l'extrémité de l'espace, elle en suivant aussi le tendon long fléchisseur accompagné par des veines et un nerf plantaire interne qui se divise en une branche interne qui va suivre l'artère et donner le collatéral plantaire interne du gros orteil et une branche externe qui traverse et que nous allons revoir immédiatement. Nous passons en effet à la loge plantaire moyenne. On est donc de l'autre côté de la cloison intermusculaire interne. Cette loge plantaire moyenne, eh bien, elle contient beaucoup d'éléments superposés. L'élément le plus superficiel, bien sûr, sous la peau et sous l'aponévrose plantaire moyenne, eh bien, c'est le court fléchisseur plantaire. Ce court fléchisseur plantaire s'insère en arrière sur la tubérosité du calcanéum. À ce niveau-là, ça adhère étroitement à l'aponévrose plantaire moyenne, dont elle se sépare, dont ce muscle se sépare toutefois à la partie antérieure, lorsqu'il se divise en quatre bandelettes, en quatre tendons plutôt, qui vont gagner les quatre derniers orteils pour servir de fléchisseur à ces orteils. Très bien. Donc sous l'aponévrose plantaire moyenne, dans cette loge se trouve le muscle court fléchisseur plantaire. Sous ce muscle court fléchisseur plantaire, les vaisseaux et les nerfs. Les vaisseaux et les nerfs, on va commencer par les nerfs. Nous avons vu que le nerf plantaire interne se divise en une branche interne que nous avons laissée dans la loge plantaire interne et qui se termine en collatéral plantaire interne du gros orteil. Et une branche externe qui traverse la cloison. Eh bien la voilà. Et cette branche externe du nerf plantaire interne, elle va d'une part innerver les deux premiers lombricaux, exactement comme à la main, le nerf médian, et elle va donner les nerfs digitaux des espaces suivants. Donc premier, deuxième, troisième espace. Exactement comme le nerf médian. Elle va enfin s'anastomoser avec le nerf digital du quatrième espace provenant du nerf plantaire externe que nous allons revoir exactement comme l'anastomose à la paume entre le médian et le cubital. Donc, cette branche externe du nerf plantaire interne va donner l'innervation sensitive par les nerfs digitaux palmaires des trois premiers espaces. Très bien. À côté de cette branche externe du nerf plantaire interne se trouve la branche externe
le nerf plantaire externe, branche externe de division du nerf tibial postérieur. Donc ce nerf plantaire externe accompagne l'artère du même nom, l'artère plantaire externe. Alors, version courte, une fois qu'ils ont traversé la cloison intermusculaire interne, ils traversent obliquement la loge, passent sous ce muscle court fléchisseur des orteils, très bien, et ils gagnent à ce moment-là la cloison intermusculaire externe, dont ils vont suivre le bord médial jusqu'à l'extrémité antérieure de cette loge, où l'artère et le nerf vont contourner le bord latéral du long fléchisseur du cinquième orteil, vont s'engager sous l'adducteur du gros orteil et aller dans la loge profonde. Le nerf va donner une branche, le nerf plantaire externe va donner une branche superficielle qui va donner, comme on l'a dit tout à l'heure, pardon, le nerf digital du quatrième espace, et une branche profonde qui va s'engager avec l'artère plantaire externe sous l'adducteur pour gagner la région interosseuse profonde que nous reverrons. Voici encore un autre dessin de cette région plantaire moyenne sous le court fléchisseur, sous l'aponévrose plantaire moyenne. Sous cette aponévrose se trouve donc le court fléchisseur des orteils. Sous ce court fléchisseur, le plan vasculo-nerveux que nous venons de décrire. Enfin, sous ce plan se trouve le plan du tendon du long fléchisseur des orteils, ou plutôt de ces tendons, et de tout son système accessoire. Il a le quadratus plantaire, le carré plantaire, le chair carré de Sylvius, des anatomistes classiques, qui va s'étendre du calcanéum jusqu'à ce tendon pour essayer de le retenir, parce que sa position est tellement oblique qu'il va se luxer s'il n'y avait pas ce système. Donc l'accessoire du long fléchisseur des orteils, chacun des tendons du long fléchisseur des orteils donne un système de lombrico exactement comme à la main. C'est ce long fléchisseur, eh bien, il est anastomosé avec le long fléchisseur de l'adductus aussi, donc c'est un système très compliqué dont nous ne rentrerons pas dans les détails. Cette connaissance suffit largement. Sous ce troisième plan, eh bien, nous trouvons le plan très profond avec l'adducteur du gros orteil. L'adducteur du gros orteil, eh bien, il a un faisceau transverse et il a un faisceau oblique. Il se termine sur le sésamoïde externe latéral du gros orteil. Donc voici pour cette loge plantaire moyenne avec ces 4 plans superposés. Nous arrivons à la fin, la loge plantaire externe ou latérale. De l'autre côté de la cloison intermusculaire externe, eh bien, exactement comme à la main, elle contient des muscles qui sont le court fléchisseur du gros orteil, qui sont l'opposant et qui sont l'abducteur de ce cinquième orteil, dont nous n'avons absolument rien à faire dans le cas de cet exposé. Enfin, nous avons la loge interosseuse profonde, avec ces muscles interosseux plantaire. Je vous rappelle que cette loge a été rejointe d'une part par l'artère plantaire externe, et cette loge, ces muscles vont être vascularisés par l'artère plantaire externe qui la parcourt, qui vascularise les muscles, et je vous le rappelle, à l'extrémité postérieure du premier espace intermétatarsien, elle s'anastomose à plein canal avec la terminaison de l'artère pédieuse venue du dos du pied. Donc c'est tout à fait remarquable. Évidemment, il en résulte une arcade plantaire qui va donner un système d'artères digitales avec le système des collatérales. Cette artère plantaire externe est accompagnée par la branche profonde du nerf plantaire externe qui, elle, innerve les deux lombricaux externes, va innerver le muscle adducteur, ces deux faisceaux, et va innerver enfin tous les interosseux du pied. Voici une coupe de cette loge profonde. Je vous remercie.